Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un document qui a vraiment changé la donne sur notre compréhension du climat, le fameux rapport du GIEC de 2013. Quelles étaient ses conclusions au juste? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on fait un saut en arrière, direction 2013. À quoi ressemblait le consensus scientifique sur le climat à ce moment-là? Pour ça, on va se pencher sur ce rapport du GIEC. D'ailleurs, cette image de couverture, ce glacier, elle est déjà très parlante, non? Et là, le rapport, il ne perd pas de temps. Il s'ouvre avec cette phrase hyper directe, sans équivoque. C'est un mot qui est fort, hein. Ça pose tout de suite une certitude scientifique qui est quasi absolue. En gros, il n'y a plus de place pour le doute. Mais alors, sur quoi les scientifiques se sont-ils basés pour être aussi catégoriques? Allez, on va regarder ça de plus près. On va regarder les preuves, un peu comme les signes vitaux de notre planète. Bon, la toute première preuve, c'est la plus directe. C'est la température. En 2013, le constat, c'était simple. Une augmentation de 0,85 degrés Celsius entre 1880 et 2012. Alors ça peut paraître peu, 0,85 degrés, mais il faut bien comprendre qu'à l'échelle d'une planète entière, c'est colossal. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ce réchauffement, il était généralisé. Pratiquement toute la surface de la planète s'est réchauffée pendant cette période. Donc on ne parle pas du tout d'un phénomène local ou régional, non, c'est vraiment une tendance globale. Et attention, ce n'était pas juste l'air qui se réchauffait. Il y a les océans, de vraies éponges à chaleur qui ont absorbé, tenez-vous bien, plus de 90% de cette énergie en trop. Et en même temps, toute la glace de la planète, que ce soit la banquise arctique ou les énormes calottes glaciaires, tout ça fondait. Et pas qu'un peu. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est assez logique en fait. Cette glace qui fond et cette eau des océans qui se réchauffe, en se réchauffant, l'eau prend plus de place, elle se dilate. Le résultat de ces deux phénomènes, c'est une montée du niveau moyen des mers de 19 centimètres. Bon, d'accord, le constat est là, la planète chauffe. Mais la question à 1 million de dollars pour les scientifiques, c'était pourquoi? D'où ça vient? Quelle est la cause de tous ces changements? Le principal suspect, il fallait regarder du côté de l'atmosphère. Là, on a vu que les concentrations de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, avaient fait un bond de 40% depuis l'époque pré-industrielle. Et ça nous a amené à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis au moins 800 000 ans. Vous imaginez? 800 000 ans, c'est juste énorme. Alors pour lier la cause et l'effet, les scientifiques utilisent un concept qui s'appelle le forçage radiatif. C'est un peu compliqué, mais imaginez-le comme une sorte de bilan énergétique pour la Terre. Il y a des choses qui poussent le thermostat vers le haut, ça c'est un forçage positif, comme les gaz à effet de serre, et d'autres qui le poussent vers le bas, vers le froid. Et c'est là que la pièce manquante du puzzle arrive. Quand les scientifiques mettaient seulement les facteurs naturels dans leurs modèles informatiques, comme les variations du Soleil, les résultats ne correspondaient pas du tout à la réalité observée. Par contre, dès qu'ils ajoutaient dans l'équation les émissions humaines, la bingo, la courbe simulée collait presque parfaitement à la courbe réelle. C'était la signature, l'empreinte humaine. Et ça a conduit à l'une des conclusions les plus fortes de tout le rapport. Il faut savoir que le GIEC a un langage très calibré. Et quand ils écrivent extrêmement probable, ça veut dire qu'ils en sont sûrs à 95%, voire 100%. Autrement dit, l'influence humaine était bien identifiée comme la cause numéro 1 du réchauffement. Ok, donc on a le diagnostic, on a la cause. La question logique qui suit, c'est « et maintenant, quoi? Qu'est-ce qui nous attend ?» Pour essayer d'y voir plus clair, le rapport n'a pas prédit un seul avenir, mais a imaginé plusieurs scénarios. C'est ce qu'on appelle les RCP, des trajectoires possibles en fonction de nos futures émissions. Le point qui est vraiment crucial à comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas une seule fatalité, un seul futur déjà écrit. Le rapport présente en fait un éventail de possibilités, une fourchette. Pour le dire simplement, le climat de la fin du siècle dépend directement des décisions qui sont prises maintenant. Et ces scénarios, ils dessinent des mondes radicalement différents. D'un côté, un futur où on réduit massivement nos émissions, le scénario optimiste, et de l'autre, un futur où l'on continue un peu comme si de rien n'était, avec des émissions toujours très élevées. Deux trajectoires, deux planètes très différentes à l'arrivée. Et il n'y a pas que la température qui change. Le rapport montrait aussi des bouleversements profonds dans le cycle de l'eau. La tendance de fond, c'est que le contraste entre les régions humides et les régions sèches allait s'accentuer. En clair, plus de pluie là où il pleut déjà beaucoup, et des sécheresses encore plus intenses là où il manque déjà d'eau. Bon, on a vu beaucoup de choses. Si on devait résumer, distiller l'essentiel de ce rapport scientifique assez dense, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Le message de la communauté scientifique mondiale en 2013 tenait en 4 points absolument fondamentaux. Premièrement, le réchauffement est un fait, c'est sans équivoque. Deuxièmement, l'influence humaine en est la cause dominante. Troisièmement, si on continue d'émettre, ça va continuer de chauffer. Et enfin, quatrièmement,
Pour limiter la casse, il faut des réductions d'émissions substantielles et durables. Voilà, c'était le consensus. C'était limpide. Ce rapport de 2013 a vraiment servi de base scientifique pour toute la décennie qui a suivi. Mais il laissait aussi une question en suspens, une question sur laquelle les scientifiques travaillent encore aujourd'hui. Sachant tout ça en 2013, à quel point les choses se sont-elles accélérées depuis ?